Salut tout le monde, dans cette série je m'amuse à décortiquer les conflits politiques d'univers fictifs issus de la pop culture afin d'essayer de déterminer qui est de gauche et qui est de droite dans l'affaire. C'est surtout une manière un peu fun de parler de ces concepts bien réels et de mieux les comprendre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode d'introduction dans lequel je décris ce que sont la droite, la gauche, les extrêmes, le centre et à quoi ça sert de faire cette catégorisation. Comme ça, vous ne serez pas du tout perdu par tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant. Car aujourd'hui, je vais m'attaquer à un gros morceau. Je vais vous parler de dragons, de Lannister, de Targaryen, de Westeros, de Trône de Fer. Je vais vous parler de la fameuse série iconique House of the Dragon. Oui, je sais, c'est pas Game of Thrones, mais pour tout un tas de raisons que vous allez comprendre, ça me paraît plus pertinent de vous parler du spin-off que de la série originale. Et je précise à ce titre que je n'ai rien lu de ce qu'a écrit George R.R. Martin, que je me base donc uniquement sur l'adaptation HBO, et plus encore qu'au moment où je diffuse cet épisode, seules les 2 premières saisons de House of the Dragon sont sorties, et c'est donc uniquement sur celle-ci que je vais baser mon analyse. Évidemment, si vous ne l'avez pas compris, attention, ça va spoiler assez sévèrement. Bref, ce qui est cool avec cette série, c'est qu'elle tourne entièrement autour d'intrigues politiques. On y voit des gens faire des alliances, que ce soit par le mariage ou simplement des accords de circonstances, des assassinats pour monter en grade, des négociations tendues, des tentatives de manipulation plus ou moins subtiles pour obtenir les faveurs de la couronne, et bien entendu une guerre de succession à coups de dragon. Donc a priori, je devrais avoir énormément de matière pour vous faire un topo complet sur qui est de droite et qui est de gauche dans la série. Sauf que non. Tout simplement parce que toutes ces intrigues, c'est pas une lutte politique. Enfin, si, bien sûr, c'est une lutte politique, vu que c'est une lutte pour obtenir le pouvoir. Mais c'est pas du tout une lutte de projet politique. C'est juste le fonctionnement normal des institutions des 7 royaumes du système en place. Je m'explique. Dans notre monde, si on imagine une entreprise A et une entreprise B qui vendent tous les deux le même type de produit, on peut tout à fait comprendre que ces 2 entreprises, puisqu'elles sont en concurrence, se livrent une guerre commerciale particulièrement âpre, à coups d'espionnage industriel, de vol de clients ou d'employés qualifiés, de dénigrement de la marque d'en face ou je ne sais quoi encore. Ce sera bien une lutte de pouvoir, oui. Mais que l'entreprise A ou que l'entreprise B gagne, ou que les 2 apprennent à coexister pacifiquement, ne changera rien au fait que, dans tous les cas, ce sont les actionnaires qui ont le dernier mot et pas les employés, ou que les entreprises sont, de manière générale, libres de mener des guerres commerciales contre leurs concurrentes pour obtenir des parts de marché. Tout simplement parce que le système capitaliste qui donne le pouvoir aux personnes qui ont la propriété des entreprises donne aussi le droit à ces personnes de mener des guerres commerciales. La lutte entre l'entreprise A et l'entreprise B est donc juste le fonctionnement normal du système en place, de la hiérarchie en place. Eh bien, c'est exactement pareil dans House of the Dragon. Il y a un système en place qui donne le pouvoir aux familles nobles, et la clé de voûte de ce système, c'est l'héritage patriarcal, c'est-à-dire la transmission des biens, des titres et des fonctions de génération en génération, au profit de l'héritier masculin le plus direct dans la lignée. Et dans un tel système, pour accroître l'héritage de la famille, ou pour obtenir soi-même le plus d'héritage possible, ce qui permet de gagner en prestige, en richesse et en pouvoir politique, les individus vont être amenés à faire toutes sortes de manœuvres, d'alliances, de coups entre êtres, etc. Par exemple, quand Otto Hightower pousse sa fille Alicent à aller draguer le roi Viserys Targaryen, afin que celui-ci décide de l'épouser elle plutôt que Laena Velaryon. L'idée, c'est d'augmenter son propre pouvoir en créant un lien encore plus fort entre sa famille et la famille royale, ce qui lui donne de fait accès à encore plus d'influence sur le royaume qu'il n'en avait déjà. Quand Larys Strong fait assassiner son père et son grand frère, c'est parce que cela fait de lui l'héritier direct de la famille Strong, et que ça lui permet de monter en grade socialement en accaparant tout le pouvoir et la fortune de sa famille. Mais dans la lutte entre Otto Hightower et Corlys Velaryon pour obtenir plus d'influence sur le roi, il n'y a pas de lutte entre 2 projets politiques. Les 2 sont tout à fait d'accord pour que le système d'héritage patriarcal continue à fonctionner comme il fonctionne déjà. Et pour cause, ils en profitent à mort de ce système. Ils sont au sommet de la hiérarchie sociale. Et c'est pareil pour Larys Strong. Il n'a pas un projet politique différent de celui de son père ou de son frère. Il veut juste plus de pouvoir pour lui-même. Et décide donc de leur prendre par la force parce qu'il en a les moyens, l'opportunité, en jouant sur la façon dont le système fonctionne. Et lui aussi est donc d'accord pour que ce système continue à exister, parce que si on en changeait les règles, il ne pourrait peut-être pas devenir aussi puissant qu'il le devient en tuant son père et son frère.
Donc tous ces gens luttent bien pour obtenir plus de pouvoir, c'est vrai, mais ils ont en réalité tous le même projet politique, celui de maintenir le système politique en place qui leur permet de gagner du pouvoir à travers ces luttes, de maintenir le système d'héritage patriarcal qui régit leur société. Et ça, comme je l'ai expliqué dans mon épisode d'introduction, c'est la définition d'un projet politique de droite. Conclusion, tous ces personnages, absolument tous, sont en fait dans le même camp politique, la droite. Et ça explique d'ailleurs pourquoi les alliances ne suivent pas de schéma particulier. Corlys Velaryon peut tout aussi bien proposer une alliance à Viserys Targaryen qu'à son frère Daemon Targaryen, avec qui Viserys est en bisbille, parce que tout le monde est d'accord sur le fond. Tout le monde veut maintenir le système en place. Mais est-ce que c'est aussi le cas du conflit principal de la série, c'est-à-dire de la guerre de succession entre Rhaenyra Targaryen et les enfants d'Alicent Hightower, entre les Noirs et les Verts? Eh bien, pas tout à fait. Précisément parce que, en théorie, le système en place est fait pour organiser très clairement les affaires de succession et éviter ce type de conflit. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une couille dans le potage, un truc qui va pas avec le système en lui-même, et que les gens sont en train de se positionner par rapport à lui, et de faire un choix qui relève, au moins un peu, d'une lutte de projet politique. Et, de fait, ce dont parle la série, c'est fondamentalement d'une crise de régime, c'est-à-dire d'un moment où le système en place atteint ses limites, ne fonctionne plus. Et la crise se résume à un fait assez simple. Les plus puissantes familles nobles du royaume, celles qui ont de fait le pouvoir sur l'ensemble de la société, n'ont pas du tout envie d'avoir Daemon Targaryen pour roi. Elles le trouvent cruel, imprévisible, incompétent, sans honneur, et j'en passe. Bref, on ne lui fait pas confiance, on pense qu'il va devenir un tyran, et ça ne plaît pas à ces gens qui ont quand même envie de conserver leur pouvoir personnel. Or, problème, c'est l'héritier du trône. Il est le petit frère du roi Viserys Targaryen, le roi n'a pas de fils, selon toutes les règles du système en place, c'est lui qui doit devenir le roi. Et donc se pose un dilemme. Est-ce qu'on accepte qu'il monte sur le trône parce que c'est ce qu'exige le système, et que ce système nous permet de vivre très bien, ou est-ce qu'on change un tout petit peu les règles de la succession pour pouvoir l'écarter et choisir un autre héritier, histoire d'éviter que le système nous retombe sur la gueule? Et c'est cette deuxième option que le roi Viserys Targaryen va finalement choisir. Il va prendre la décision de nommer sa fille Rhaenyra comme héritière, transgressant la règle qui dit que seul un homme peut hériter de la couronne. Il aurait peut-être pu choisir d'autres options, comme éliminer Daemon et désigner comme héritier Laenor Velaryon, qui est lui aussi descendant masculin de la lignée des Targaryens, ou laisser ses conseillers choisir le successeur le plus à même à leurs yeux. Mais il fait ce choix parce que ses croyances personnelles le poussent à essayer de conserver le pouvoir royal entre les mains de la branche la plus directe possible des Targaryens. Mais ça, c'est un tout petit changement de rien du tout, à peine un ajustement. Déjà parce que les femmes de noble lignée ne peuvent certes pas hériter, mais elles sont extrêmement puissantes dans les 7 royaumes. Avant même d'être nommée comme héritière, Rhaenyra en tant que princesse a globalement du pouvoir sur l'ensemble du reste de la société, sur les autres nobles qui essaient d'obtenir ses faveurs, sur les gens du commun, etc. On voit aussi que ces femmes, au travers du pouvoir de leur père ou de leur mari, peuvent avoir une influence absolument considérable. C'est le cas de Rhaenys Targaryen ou d'Alicent Hightower qui devient carrément régente. Enfin, les femmes de la maison Targaryen ont toutes le droit de devenir des chevaucheuses de dragons, ce qui leur confère en soi une puissance militaire et symbolique incommensurable dont elles disposent à leur guise. Certes, le système est patriarcal. Les hommes dominent et elles doivent se plier aux ordres de leur mari ou de leur père et subissent une pression énorme pour se marier et faire des enfants. Mais la décision du roi ne change pas réellement tout ça. En devenant héritière, Rhaenyra ne gagne pas le droit de porter les armes et on attend toujours d'elle qu'elle fasse des gosses à foison pour perpétuer la lignée. D'ailleurs, elle aurait pu accéder au trône du royaume en se mariant avec le roi et en le manipulant, ou en exerçant une régence par exemple. Et enfin, tout le monde s'attend à ce que son mari, quel qu'il soit, exerce à sa place une partie du pouvoir dont elle héritera. Donc, tout ce que cette nomination change fondamentalement, c'est juste d'officialiser un peu une position de pouvoir, de lui donner un peu plus de prestige peut-être. D'autant plus que Viserys ne propose pas du tout de changer le système de succession en tant que tel. Il n'est pas en train de dire, à partir de maintenant, en l'absence de frère, c'est la fille aînée qui héritera. Non, il dit juste, bon, exceptionnellement là, on va faire comme ça parce que c'est plus pratique dans cette situation précise. La nomination de Rhaenyra en tant qu'héritière du trône officiel est actée et perçue par tout le monde comme une exception, justifiée par une crise politique spécifique qui n'est pas amenée à se reproduire.
Mais c'est vrai que ça établit un précédent. Ça ouvre la porte, puisqu'on l'a déjà fait une fois, à désigner des femmes comme héritières légitimes. Et vu comme la société de Westeros est profondément patriarcale, pour beaucoup d'hommes, c'est déjà quelque chose d'inadmissible, de dangereux. Et donc oui, il y a bien le début d'un commencement, d'une possibilité de réforme ultra mineure du système en place, vers un chouïa plus microscopique d'égalité entre les hommes très très puissants et les femmes très très puissantes. On peut donc dire qu'au sein de cette droite uniforme que constituent les familles nobles des 7 royaumes, les personnes qui sont ok pour nommer Rhaenyra comme héritière sont un peu plus de gauche que les autres. Mais à ce stade de micro-changement, on peut pas non plus parler d'un projet politique qui essaie de remettre le système hiérarchique en question. Au contraire, si le roi prend cette décision exceptionnelle, c'est justement pour permettre à la hiérarchie en place de se maintenir et de ne pas exploser à cause d'un règne catastrophique, comme pourrait être celui de Daemon Targaryen. Bref, il s'agit toujours fondamentalement de maintenir le système en place. Et d'ailleurs, Rhaenyra elle-même ne présente à aucun moment dans la série l'idée de faire évoluer la société par son règne. Elle veut clairement maintenir le pouvoir des nobles et le jeu de lutte d'influence tel qu'il existe. Donc oui, elle est certes avec ses soutiens dans la partie gauche de la droite, mais elle est toujours de droite. Elle n'a pas du tout un programme de gauche. La vie des gens ne changera pas fondamentalement si elle monte sur le trône. Les roturiers resteront roturiers, les nobles seront toujours aussi riches et puissants, et le patriarcat sera toujours la norme. Sauf que justement, ce que raconte la série, c'est que la crise va s'aggraver petit à petit, et que tout un tas d'autres dilemmes vont venir s'imposer aux nobles de Westeros, ce qui va creuser l'écart entre la gauche de la droite et la droite de la droite. Donc, comme je l'ai dit, le roi Viserys Targaryen, n'ayant pas de fils, sa femme étant morte en couche, et ayant un frère problématique, a désigné sa fille Rhaenyra comme héritière. Et puisqu'il savait que ça ne se ferait pas tout seul, il a décidé de forcer tous les nobles du royaume à reconnaître publiquement Rhaenyra comme son héritière légitime, la prochaine reine des 7 royaumes, en les faisant prêter le serment de la servir le moment venu. Bref, on peut dire qu'il a fait passer une loi pour que Rhaenyra soit officiellement héritière, et tout le monde l'a accepté sur le moment parce qu'il n'y avait pas vraiment de meilleure option sur la table. Sauf que le temps passe. Viserys se remarie avec Alicent Hightower et a des enfants avec elle, dont 3 fils, Aegon, Aemon et Daeron. Bref, d'un seul coup, il y a des héritiers masculins disponibles, et du coup, il y a plein de nobles qui étaient pas méga chauds pour mettre une femme sur le trône, qui se disent que ça change tout, que la nomination de Rhaenyra est caduque, et que c'est Aegon qui doit régner, parce que le patriarcat, c'est quand même un point non négligeable du système à leurs yeux, et pas question de le transgresser même un tout petit peu. Du coup, ils jouent de leur influence pour pousser Viserys à revenir sur sa décision initiale. Mais comme celui-ci ne le fait pas, à l'inverse, il y en a d'autres qui disent que non, on a prêté serment, et les serments c'est un des ciments du système, et que la parole du roi fait loi. Alors il faut qu'on le respecte et que Rhaenyra devienne reine, même si c'est pas un mec et que c'est contraire à la coutume. Et évidemment, Rhaenyra, qui a envie de devenir reine, défend plutôt cette seconde option. Les serments et la loi du roi sont plus importants que la tradition patriarcale. Et là encore, c'est pas vraiment une remise en question du système en place, mais ça suppose quand même d'acter et de soutenir un changement par rapport à la tradition, à la coutume, de choisir de ne pas respecter tout à fait le système en place dans un cas précis, d'accepter de créer un précédent. Parce que si on décide que, pour cette fois, le serment prévaut sur la coutume, que la loi du roi n'est pas soumise à la coutume, ça veut aussi dire qu'on pourrait reproduire plus tard le fait de prêter un serment qui va à l'encontre de la coutume, ou que le roi fasse une loi qui va à l'encontre de cette même coutume. Et donc, le schisme entre la gauche de la droite et la droite de la droite s'élargit un tout petit peu plus. Et, effectivement, Rhaenyra se retrouve à incarner la partie gauche de la droite. Et puis ça va encore un peu plus loin, parce que Rhaenyra elle-même a des enfants, des fils, ce qui a tendance à rassurer les nobles, mais qu'elle a eu avec son amant Harwin Strong plutôt qu'avec son mari, Laenor Velaryon. Et son mari a beau les avoir reconnus officiellement comme les siens, tout le monde est au courant à la cour que ce sont des enfants illégitimes, des bâtards. Résultat, accepter que Rhaenyra monte sur le trône, même si c'est exceptionnel, c'est non seulement accepter qu'une femme monte sur le trône, mais qu'elle le fasse alors qu'elle a un frère en vie, et ensuite que la couronne revienne à un bâtard plutôt qu'à un héritier issu d'un mariage légitime. Et comme le système a aussi tendance à écarter totalement les bâtards de l'héritage, là aussi, ça crée un précédent qui pourrait amener à d'autres transgressions futures.
Donc, certes, tout ça ne fait toujours pas de Rhaenyra une femme de gauche, parce qu'à aucun moment toutes ces transgressions ne visent à devenir de nouvelles traditions ou à changer le cœur du système qui met les familles nobles au sommet de la hiérarchie sociale. Mais c'est vrai qu'il y a, derrière le fait de soutenir sa prise de pouvoir, une forme de début de projet politique qui permettrait peut-être aux femmes et aux bâtards de la noblesse d'accéder à un tout petit peu plus de pouvoir qu'avant, voire de revendiquer quelques changements. Et c'est vrai que si la plupart des nobles qui se rangent derrière elle ou derrière son frère le font par intérêt personnel plus qu'autre chose, certains le font par principe, par conviction politique, et des discours légitimant l'une ou l'autre position commencent à fleurir. La série House of the Dragon décrit donc bien un conflit politique entre la gauche de la droite et la droite de la droite. Du moins jusqu'à ce que Rhaenyra s'allie avec une personnalité qui, elle, est vraiment complètement de gauche. Lady Mysaria. Pour expliquer un peu qui c'est, Lady Mysaria, c'est une roturière, une étrangère qui plus est, qui a fui son pays natal pour échapper à des violences et qui a dû s'en sortir avec les moyens du bord tout au long de sa vie. Elle a notamment exercé en tant que prostituée à King's Landing, la capitale des 7 royaumes, ce qui lui a permis de devenir la courtisane favorite de Daemon Targaryen. À partir de là, elle a utilisé son influence pour créer un commerce de vente d'informations, avec un réseau d'espions ancré dans toute la capitale, y compris au sein du palais royal lui-même, en profitant du fait que les nobles ont tendance à ne pas faire attention aux petites gens qui travaillent autour d'eux. Résultat, elle est devenue suffisamment influente auprès des nobles pour leur soutirer de l'argent bien sûr, mais aussi pour exiger d'eux que certaines mesures soient prises en faveur du peuple, des roturiers. On la voit notamment dans la saison 1 utiliser le fait qu'elle détient une information cruciale à un moment important pour soutirer à Otto Hightower une action concrète du gouvernement contre l'exploitation et la maltraitance des orphelins de la ville. Et à ce moment-là, elle n'hésite pas à tenir un discours très critique envers le pouvoir des nobles, en expliquant que celui-ci n'est rien sans le consentement des masses. Bref, c'est un personnage qui agit pour forcer les puissants de Westeros à redistribuer une partie de leurs richesses vers les roturiers et qui tient un discours de remise en question de la légitimité de leur pouvoir et donc de la hiérarchie en place. Clairement, c'est une femme de gauche. Sauf que voilà, au moment où la guerre de succession éclate, Alicent Hightower décide de faire détruire le réseau de Lady Mysaria et ordonne la mort de celle-ci. Elle prend cette décision pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle veut, au sein de son propre camp, diminuer le pouvoir de son père Otto Hightower afin de renforcer sa propre position. Le couper du réseau d'espionnage sur lequel il comptait est effectivement un bon moyen d'y parvenir. Ensuite, elle ne fait pas confiance, au vu de la guerre qui s'annonce, à une personnalité qui n'appartient pas vraiment à son propre camp, qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne peut pas contrôler en cas de besoin. Mais aussi, et c'est important de le dire, parce qu'elle veut remplacer Lady Mysaria par le seigneur Larys Strong à la tête des renseignements, un noble bien de droite qui n'exigera jamais pour ses services de remise en cause du système qu'elle s'apprête à défendre bec et ongle pour mettre son fils sur le trône. Résultat, Lady Mysaria est obligée de fuir la ville en toute discrétion et en ayant tout perdu. Sauf qu'elle est capturée par l'armée de Rhaenyra et, au vu des précieuses informations dont elle dispose encore, est amenée de force auprès de la Reine des Noirs afin de lui dire ce qu'elle sait. Et à partir de là, Rhaenyra, qui a besoin d'une informatrice, va décider de lui faire confiance, et Lady Mysaria va donc à nouveau gagner en influence et être capable d'infléchir la politique de Rhaenyra, et pas qu'un peu. Elle va en effet d'abord la convaincre d'envoyer des tonnes et des tonnes de vivres à une population affamée par la guerre. Puis carrément de permettre à des bâtards roturiers de devenir chevaucheurs de dragons. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc qu'est cette décision, parce que jusqu'à présent, oui, les nobles sont les personnes les plus puissantes du royaume grâce à un système d'héritage patriarcal et d'accumulation de génération en génération. Mais au sein de la noblesse, ce qui permet aux Targaryens de conserver la couronne, c'est le fait que ce sont des chevaucheurs de dragons. C'est ça qui leur confère un pouvoir militaire absolu sur tous les autres nobles, tout en étant un symbole de légitimation du pouvoir pharaonique vu que les dragons sont considérés par les gens comme des divinités, à tel point que le couronnement en lui-même n'a pas lieu dans le palais ou dans un temple religieux, mais dans la fosse des dragons. Bref, les nobles sont nobles par l'héritage, mais les Targaryens sont rois parce qu'ils chevauchent des dragons. Sur le principe, c'était déjà pas autorisé que les nobles qui ne sont pas des Targaryens essaient de devenir des chevaucheurs de dragons. Alors, accorder ce droit à des roturiers, même si ces derniers sont des bâtards des Targaryens,
Là, on parle pas du tout d'une petite transgression, mais d'une remise en question très profonde de tout ce qui justifie le pouvoir de la noblesse et des Targaryens sur la noblesse. D'ailleurs, tous les gens qui soutiennent Rhaenyra en sont bien conscients, puisque même son fils aîné, son héritier, essaie de s'opposer à cette décision. Alors pourquoi ? Pourquoi Rhaenyra, qui ne montre à aucun moment la moindre volonté de remettre en cause le système en place, de mettre à bas le principe d'héritage patriarcal, le pouvoir de la noblesse sur les roturiers, finit-elle par prendre une telle décision ? Et pourquoi, à l'inverse, Alicent Hightower a refusé par principe de s'associer avec la femme qui a suggéré cette idée ? Eh bien, tout simplement parce que c'est dans leur intérêt personnel à l'une et à l'autre. Je m'explique. Quand vous voulez obtenir plus de pouvoir sur la société, j'en avais déjà parlé dans mon premier épisode sur l'assassin royal, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin de gens qui vont travailler pour vous, pour construire votre pouvoir, qui vont vous soutenir auprès des autres, vous financer. Bref, vous avez besoin d'enrôler des alliés. Et le plus vous en avez, le plus vous êtes susceptible de l'emporter. Et plus la société est grande, plus vous avez besoin d'alliés. C'est aussi simple que ça. Sauf que pour rallier d'autres personnes à votre cause, il faut les convaincre que c'est aussi dans leur intérêt à eux de vous soutenir. Alors ça peut passer par le fait de payer les gens, de leur offrir des cadeaux, des faveurs, du pouvoir dans votre gouvernement, et j'en passe. Mais ça va aussi passer par le fait de convaincre les gens que votre cause est juste, et que la défendre, c'est aussi défendre leur propre cause d'une certaine manière. Or, dans le cadre d'une dispute autour d'un héritage entre deux personnes, qui comptent globalement faire à peu près la même chose de cet héritage, mais qui veulent juste être la personne qui en profitera personnellement, c'est assez dur de convaincre des gens qui ne sont pas du tout concernés par cet héritage de s'intéresser au conflit. Et c'est précisément ce qui se passe au moment où le conflit éclate entre Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower. Ok, il y a une petite transgression des règles coutumières de succession si Rhaenyra monte sur le trône à la place des enfants d'Alicent. Mais objectivement, que ce soit l'un ou l'autre, la vie des gens ne sera pas affectée. En revanche, la guerre qui s'annonce va affecter tous ceux qui y participeront ou qui se trouveront sur son chemin. Et du coup, les gens ont d'abord envie de rester aussi loin que possible de cette affaire. Alors oui, il y a quelques familles qui sont directement impliquées et qui vont immédiatement se déclarer pour l'un ou l'autre camp. C'est évidemment le cas des Hightower, mais aussi des Lannister qui participent au gouvernement tenu par les Verts depuis des années et qui ont participé au complot visant à mettre Aegon sur le trône. C'est le cas aussi des Velaryons, dont les héritiers sont soit directement les enfants de Rhaenyra, soit fiancés à ces derniers. Mais ce qu'on voit dans la série, c'est que toutes les autres familles, ou presque, ne sont pas du tout motivées. Déjà, il y a les Baratheons qui disent qu'ils s'en foutent royalement et qui obligent les Verts à leur accorder un mariage avec le prince Aemond pour ne pas intervenir dans le camp d'en face. Côté Arryn, on dit s'allier à Rhaenyra, mais uniquement en échange d'un dragon posté dans le Val, rien que ça, et en attendant qu'il arrive, on bouge pas le petit doigt. Dans le nord, les Stark expliquent que c'est l'hiver et que du coup, ils sont trop occupés avec la défense du mur et ils n'envoient que des soldats à la retraite. Du côté des Frey, ça négocie sévère pour obtenir de nouvelles terres. Et chez les Tully, on répond qu'on ne peut pas prendre de décision tout de suite parce que le chef de famille est malade là. D'ailleurs, les Lannister, qui se mobilisent effectivement, décident de ne pas quitter leur propre territoire tant qu'ils ne seront pas accompagnés d'un dragon. Et les Hightower eux-mêmes ont du mal à envoyer des troupes à la capitale parce qu'une partie des nobles de leur région se rebellent contre la mobilisation qu'ils essaient de leur imposer. Bref, tout le monde est en train soit de se tenir à l'écart du merdier pour éviter d'être éclaboussé, soit de se servir de la situation pour tirer son épingle du jeu. Et résultat, aucun des deux camps n'arrive vraiment à mobiliser suffisamment de soutien juste en sollicitant l'intérêt personnel des nobles, et la guerre peine à vraiment se déclarer. Les Verts n'ont pas les forces militaires nécessaires pour éliminer les Noirs, et les Noirs n'ont pas les forces nécessaires pour déloger les Verts. La situation est bloquée, et à ce stade, on aurait presque envie de leur dire d'organiser un duel ou un tournoi pour régler la question au lieu de faire chier tout le monde avec leurs conneries. Sauf que voilà, pour Rhaenyra et pour Alicent, ce conflit, c'est un peu une question de vie ou de mort à leurs yeux. Parce qu'un roi ne peut pas régner et exercer le pouvoir sereinement s'il existe des concurrents directs et légitimes à son pouvoir. À la première crise politique, les gens se rangeront derrière le dit concurrent et chercheront à l'évincer. Rien que pendant le règne de Viserys Targaryen, les gens se revendiquaient régulièrement de la reine qui n'a jamais été, c'est-à-dire Rhaenys Targaryen, la cousine de Viserys, écartée de la succession, bien que plus âgée que lui et d'une lignée plus directe, précisément parce qu'elle était une femme. Alors, heureusement pour lui, il n'y a pas eu de crise majeure pendant son règne, et il n'a donc pas eu à faire éliminer sa cousine, et d'ailleurs, celle-ci n'a jamais trop montré sa frustration apparemment. Mais c'est plus une question de chance qu'autre chose.
parce que c'est de fait infiniment plus simple pour un monarque de se faire obéir quand on est persuadé que personne n'est plus légitime que lui pour régner. Or, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, le pouvoir de Rhaenyra est fortement contesté avant même qu'elle ne monte sur le trône. Énormément de gens refuseront de lui obéir si elle a des frères en vie et surtout si ses frères montrent la moindre appétence pour le pouvoir. Elle risque de se faire évincer du trône à la première occasion. Donc, pour régner, il faudra qu'elle élimine ses propres frères tôt ou tard. Et du coup, pour Alicent Hightower, la mère des frères en question, qui refuse de prendre le risque que ses enfants soient tués, il est nécessaire que ce soit plutôt l'un d'eux qui soit sur le trône, à savoir son fils aîné, Aegon. Mais de la même manière, Aegon ne peut pas vraiment régner sereinement si Rhaenyra se montre intéressée par le pouvoir, parce que beaucoup la considèrent aussi légitime du fait du serment fait lors du règne de Viserys. Au moindre problème, et vu la personnalité d'Aegon ça risque d'arriver vite, on se tournera vers Rhaenyra pour évincer et tuer Aegon. Donc s'il veut régner tranquillement, il faut tuer Rhaenyra et ses enfants. Bref, c'est une question de vie ou de mort, et il leur faut absolument des alliés. Pour ce qui est des nobles, les deux essaient donc tant bien que mal d'acheter leur soutien en utilisant les règles traditionnelles du système. Alliance maritale, rappel des serments, cadeaux, faveurs, etc. Mais il s'avère très vite que, pour l'une comme pour l'autre, ça ne suffit pas. Intéresser personnellement les gens dans cette affaire est beaucoup plus difficile que prévu. Il leur faut donc trouver une autre méthode, une méthode qui permet de recruter à une échelle beaucoup plus grande. Et à ce titre, recruter des gens en raison de leurs convictions politiques est beaucoup plus efficace parce qu'un projet de société, par définition, ça concerne tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'Alicent Hightower et le reste des Verts vont commencer à déployer l'idée que les soutenir, c'est soutenir le système en place qui a permis aux 7 royaumes de prospérer jusqu'à présent et d'être en paix sous le règne des Targaryens. Bref, qu'il faut conserver voire renforcer ce système parce qu'il est juste et bon. Choisir cette ligne politique est évidemment dans leur intérêt, parce que du coup ça légitime complètement le fait de nommer Aegon roi à la place de Rhaenyra. Et c'est pour cela que les Verts font un virage de plus en plus à droite au cours de la série, s'alliant notamment avec l'Église, qui est la gardienne symbolique des traditions, et rejetant l'alliance avec Lady Mysaria, dont le projet de société est totalement opposé à ce qu'ils défendent. De son côté, Rhaenyra veut certes maintenir ce système dans le fond, mais sa légitimité pour accéder au trône se base sur la reconnaissance de transgressions, aussi minimes soient-elles, par rapport au fonctionnement normal du système. Si elle veut faire montre d'un projet de société qui lui permette à la fois de recruter davantage de monde dans son armée, mais aussi de légitimer son accession au trône, ce doit forcément être un projet de société qui légitime ces transgressions. Et c'est donc pour ça qu'elle va défendre un projet politique de plus en plus à gauche, afin de pouvoir recruter ceux qui s'opposent au système en place, notamment au sein des roturiers, et c'est cela qui explique qu'elle s'allie à Lady Mysaria, qui est une personnalité de gauche, et qu'elle accepte cette transgression ultime de laisser des roturiers devenir chevaucheurs de dragons. La seule et unique mesure vraiment de gauche qu'elle prend au cours des 2 saisons. Alors, est-ce que Rhaenyra est de gauche ? Non, elle est toujours de droite. La gauche de la droite certes, mais toujours de droite. C'est juste que, exactement comme le prédit la théorie de l'axe gauche-droite, dans la lutte politique qui l'oppose à la droite de la droite, elle est plus susceptible de s'allier à la gauche que ses opposants politiques, et c'est ce qui se passe dans la série. Peut-être que ça changera dans les saisons suivantes et qu'elle finira par vraiment remettre le système en cause. On verra bien. Et voilà, j'espère que cette petite analyse de la politique de House of the Dragon vous a plu, et que vous avez compris qu'en temps de crise du système en place, lorsque celui-ci atteint ses limites, ne fonctionne plus, il y a assez naturellement un schisme qui s'opère entre ceux qui veulent le défendre coûte que coûte, ou le renforcer, et ceux qui veulent au contraire le réformer. Et que plus la crise politique s'aggrave, plus le schisme grandit. D'ailleurs, j'espère que vous avez aussi compris qu'il n'y a pas de gauche et de droite dans toutes les luttes de pouvoir, et que pour que cet axe gauche-droite soit pertinent, il faut que la lutte implique des projets de société. Si vous voulez une image simple pour comprendre la différence, dites-vous que quand 2 joueurs d'échecs s'affrontent en suivant les règles du jeu, il n'y a pas lieu de dire qu'un joueur est de droite et que l'autre est de gauche. On ne parle de gauche et de droite qu'à partir du moment où l'un des joueurs veut changer les règles du jeu. Bref, si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux au maximum, et à vous abonner pour suivre mes prochaines analyses. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous pensez que Daenerys Targaryen est de droite ou de gauche, et pourquoi. A plus!